I am your voice. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش، وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، فهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024, l'entité multiplie les attaques sur le territoire syrien. Ses avions de combat ont mené dans la nuit du 25 au 26 février une série de frappes aériennes visant des positions militaires dans le sud de la Syrie. 2 jours plus tôt, Netanyahou réclamait la démilitarisation complète du sud de la Syrie dans les provinces de Quneitra, de Daraa et de Souaïda. Plusieurs centaines de personnes de la communauté druze ont manifesté contre ces déclarations. Le chef des Druzes en Syrie rappelle les constantes de sa communauté. نحن طائفة من الشعب السوري ومن الشعوب العربية. آلاف الشهداء قدموها أبناء الطائفة الدرزية حتى استقلت سوريا. فكيف بنا أن نقف اليوم مكتوفي الأيدي دون الدفاع عن الوطن؟ نحن وطنيون. Lors d'une réunion exceptionnelle tenue à Beyrouth, le leader druze et chef du parti socialiste progressiste Walid Jumblat a mis en garde contre les rapprochements effectués dernièrement par les autorités sionistes avec les Druzes de Syrie et a appelé ces derniers à préserver leur identité arabe. Avec nous à partir de Beyrouth, Monsieur Walid Jumblat, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le principal chef politique de la communauté druze au Liban, chef du parti socialiste progressiste. Monsieur Walid Jumblat, le conseil religieux druze s'est donc réuni. Il a été question de la situation en Syrie. À quoi êtes-vous parvenu, Monsieur Walid Jumblat? Nous avons pris une position appuyant l'unité de la Syrie et l'arabité de la Syrie, dénonçant les tentatives israéliennes d'essayer de disloquer la Syrie par le truchement de certains représentants religieux d'Israël, druzes israéliens. En Israël, en Palestine occupée, le chef spirituel de la communauté druze là-bas, cher Mouaffaq Tarif, essaye de se positionner comme étant le responsable principal des Druzes de la région, ce qui est faux, mais il est appuyé par Israël et les États-Unis. Chaque communauté a ses représentants au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Israël. Ils sont citoyens israéliens sous occupation, mais ils ne nous représentent point. C'est ça l'enjeu maintenant. Comment contrer, arrêter cette offensive culturelle, politique, même militaire, parce que l'armée israélienne occupe une grande partie du Golan. Oui. Elle est aux abords de Damas. Elle est à 20 km de Damas. Contrer cette attaque offensive et garder contact contre l'ennemi israélien, garder contact pour prévenir toute tentative de dislocation de la Syrie de la part d'Israël avec certains, j'ai dit, minorités druzes, et aussi nous avons les Kurdes, le mouvement démocratique en Syrie, qui occupe une partie de la Syrie, les terres agricoles, le PKK syrien. Monsieur Walid Jumblat, vous avez déclaré que les sionistes, en effet, utilisent les soldats et les officiers druzes pour réprimer les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, tout en cherchant à s'étendre dans le gouvernorat de Souaïda en Syrie, une localité essentiellement constituée de druzes. Effectivement, s'agissant de Cheikh Mouaffaq Tarif, vous avez déclaré qu'il ne représentait pas les Kurdes. En Syrie, il y a eu tout récemment des affrontements avec les forces de sécurité gouvernementales
gouvernementale dans la ville de Jaramana. Quelles mesures pour stopper ceci? Est-ce qu'il y a un travail de coordination, de corrélation avec les Druzes en Syrie en l'occurrence? Jaramana, il y a eu un incident isolé. Et Jaramana est un quartier de Damas. Quand on va sur le plan géographique, Jaramana est un quartier de Damas à majorité musulmane, sunnite et chrétienne et druze. Mais les druzes sont minoritaires. Mais pour le moment, l'incident a été encerclé et nous sommes en coordination totale avec les autorités syriennes et les partenaires druzes, les notables druzes, arabes syriens, qui ne sont pas du tout avec ce genre d'affrontement. Vous avez expliqué que c'est l'identité arabe qui est visée. Vous appelez d'ailleurs les Druzes de Syrie à préserver leur identité arabe. Quel écho a aujourd'hui votre appel, Monsieur Walid Jumblat? Ils n'ont pas besoin de mêler les Druzes syriens, parce qu'en fin de compte, en 1925-27, il y a eu la fameuse révolution anti-mandat français dirigée par Sultan Pacha al-Atrash qui a unifié la Syrie contre la partition. À l'époque, il y avait un plan de partition proposé par les Français, le général Gouraud, l'État druze, l'État sunnite de Damas, l'État sunnite d'Alep et l'État alaouite du Sahel. Oui. Alors, avec les patriotes syriens, ils ont unifié la Syrie. Nous n'avons pas de leçons à leur donner, simplement nous coordonnons nos efforts maintenant face à un danger beaucoup plus grand, et c'est le grand Israël qui veut disloquer la Jordanie, qui veut disloquer la Syrie et qui veut créer le chaos un peu partout. À propos de cette entité, à propos de la Syrie, l'armée de l'entité s'est déployée dans le Golan syrien le 8 décembre, 48 heures après la chute de Bachar al-Assad, la région qui abrite plusieurs, on va dire, communautés, dont la communauté druze. Les Israéliens ont mis fin aux accords de 1974. C'était là-bas, il y avait une zone tampon, oui, avec la présence des forces des Nations Unies entre le Golan syrien occupé en 1967 et entre le Golan non occupé qui appartient à la Syrie. Il y avait une zone tampon. Alors les Israéliens ont chassé les forces des Nations Unies, contrôlent maintenant toute la cime du mont Hermon. C'est une montagne historique qui surplombe Damas, le Liban, la Jordanie. Mais les Israéliens agissent comme si personne n'existait. C'est ça. C'est pour ça que la lutte politique va être très longue, mais l'essentiel, c'est pas la coexistence. La bonne relation entre citoyens syriens et essayer de freiner ces tentatives de dislocation. Comment réagissez-vous au ministre de la guerre de l'entité sioniste qui déclare ou qui menace d'intervenir militairement en Syrie, Monsieur Walid Jumblat? Mais il faut voir que ce n'est pas seulement le ministre de la guerre. Israël est un État colonial en terre arabe. Un État colonial avec comme base l'Ancien Testament. Il faut revoir le livre de Josué, l'Ancien Testament, qui, pour lui, dans leur doctrine politique et, religieuse, eh bien, toutes ces régions, soi-disant, leur appartiennent. Le Liban, les pays de Canaan, et toutes ces régions-là. Alors, on affronte un mythe, mais un mythe redoutable. Monsieur Walid Jumblat, je précise à nos auditeurs que vous êtes la première personnalité libanaise de haut rang à s'être rendue en Syrie après la chute de Bachar al-Assad. Vous allez vous rendre à Damas pour une seconde fois pour insister, expliquez-vous, sur le rôle référent de Damas et l'unité de la Syrie. Insistez auprès de qui? Et est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui Damas a les moyens militaires et politiques pour consacrer cette unité? J'étais pas seulement le premier Libanais, j'étais le premier visiteur arabe et international à aller à Damas. C'est juste. Parce que pour moi Damas, c'est la capitale de la Syrie et cette belle Syrie. Je suis allé féliciter Ahmad al-Shara et en même temps féliciter le peuple syrien qui, en fin de compte, après 54 ans, s'est libéré du joug du parti Baas et de la famille Assad. Bon, maintenant, est-ce qu'il dispose de moyens militaires? Maintenant, il est en train de reconstruire la Syrie à partir de zéro, parce que l'ancien régime s'est effondré comme un château de cartes. Bon, ça c'est une longue histoire, mais je serai toujours en contact avec eux et
je veux dire aussi, je m'adresse aussi à une certaine audience. Bon, ils prétendent, qu'ils accusent Shara d'être un musulman extrémiste. Oui. Mais 80% du peuple syrien est musulman sunnite. Oui. Il est musulman sunnite. Bon, il était gouverné, ce peuple-là, pendant 54 ans par une minorité avec les acolytes druzes, alaouites, chrétiens et le reste. Maintenant, en fin de compte, ce peuple a la liberté. Donc, ce n'est pas un extrémiste. Il fait partie d'un groupe qui était extrémiste. Est-ce que c'est le premier qu'on qualifie, parfois on qualifie le terroriste, à devenir non terroriste? Bon, regardez le mouvement catholique en Irlande. Bon, ils étaient terroristes, puis après ils ont été reconnus par la reine d'Angleterre. Donc c'est très relatif. Monsieur Walid Jumblatt, je reviens à ce que nous disions à l'instant. Vous avez appuyé l'unité de la Syrie lors de votre récente visite à Damas. Il y eut un bal, on va dire, diplomatique pour rencontrer le pouvoir actuel. Toutefois, comment jugez-vous l'appui ou le travail de coopération entre guillemets qu'amène l'Union européenne, où certains pays aujourd'hui sont membres de l'Union européenne qui n'ont à aucun moment condamné les frappes israéliennes contre la Syrie? L'Europe ne va pas condamner les frappes israéliennes contre la Syrie. L'Europe s'est réveillée à un moment donné quand le massacre à Gaza est devenu insupportable, pas plus. Mais on a vu la position de l'Europe et du monde, après l'attaque du 7 octobre du mouvement Hamas contre Israël. Okay. Alors l'Europe ne va pas le faire, mais seulement il faut voir l'Amérique, parce que les sanctions les plus importantes sont la loi César, et l'Amérique jusqu'à maintenant n'a pas bougé. Je ne crois pas qu'ils vont bouger avec cette administration totalement pro-israélienne. Le 22 décembre dernier, vous avez rencontré, je le rappelle, à Damas Ahmed Sharb. Vous avez alors parlé d'une double mission. Au sujet de ces deux volets, de cette double mission, la première, avez-vous dit, est personnelle et le second volet concerne la communauté druze. Passons sur le volet personnel, si vous ne souhaitez pas en parler, évidemment, Monsieur Walid Jumblatt. Est-ce que vous avez trouvé des points convergents au sujet des druzes, de ce second volet que vous aviez abordé avec Ahmed Shara? Non, c'était quand je suis allé à Damas le 25 décembre, je crois. Okay. Je suis allé, c'est une visite symbolique pour dire à tout le monde, au Liban et aux Druzes de Syrie et à tout le monde, et même aux Druzes d'Israël, bon, ils ne peuvent pas trop bouger face au pouvoir israélien, mais j'ai dit à tout le monde, en fin de compte, je reconnais la Syrie, une Syrie unifiée. C'est une nouvelle page maintenant, il faut la tourner, il faut collaborer. Et il y a beaucoup de problèmes, entre le Liban et la Syrie. Par exemple, la délimitation des frontières. Il y a des prisonniers libanais qui ont disparu en Syrie qu'on ne retrouve plus. Il y a quoi encore? Il y a la délimitation des frontières maritimes. Oui. Et il y a aussi toute une histoire. J'ai conseillé Shara, par exemple, de garder la prison de Sednaya et de Tadmor comme des vestiges, mais pour qu'ils se rappellent de l'histoire, parce que ce sont des camps de concentration, comme Auschwitz. Il ne faut pas oublier les crimes commis par l'ancien régime syrien, contre le peuple syrien. Monsieur Walid Jumblatt, vous êtes le principal chef politique de la communauté druze au Liban, chef du Parti socialiste progressiste. La Syrie est un pays que vous connaissez bien, aussi bien que le Liban. Aviez-vous un jour pensé que la chute de Bachar al-Assad serait imminente et que Shara prendrait la relève? Non, je n'avais pas pensé que le régime Assad-Bachar allait chuter de cette façon, mais il y avait des éléments précurseurs, parce qu'en fin de compte, depuis la révolution de 2011, la révolution pacifique, puis est devenue militaire jusqu'à 2022-23, eh bien, il a utilisé tous les moyens possibles atroces contre son peuple. Son peuple est devenu exsangue, il est fatigué, les sanctions militaires, les sanctions économiques, et même l'armée ne pouvait plus continuer à se battre contre son propre peuple.
Les Druzes en Syrie sont à peu près 700 000. Leur nombre est bien plus élevé que ceux au Liban, où ils sont 350 000. Quel rôle peuvent avoir les Druzes dans le projet dont vous parlez aujourd'hui, Monsieur Walid Jumblat? Je parle de l'unité les Druzes ont été toujours patriotes. Ils ont toujours fait partie du tissu national syrien. Ok, la dénomination druze est une dénomination, comment dirais-je, à aspect peut-être religieux. Mais ce sont des citoyens arabes de la Syrie, depuis le Jebel Druze jusqu'à Alep, jusqu'à l'attaquer. Ça, c'est pour moi, ça, c'est comme ça que je comprends le rôle de toutes les communautés là-bas. Et il n'y a jamais eu l'accent communautaire n'est pas très marqué en Syrie comme au Liban. Oui. Alors moi je vois ceci de cet angle-là, et en même temps je rappelle le rôle patriotique, anti-mandat, anticolonialiste en 1925, 27 et après. En Syrie, les membres de la conférence du dialogue national mettent l'accent sur l'illégalité de tous les groupes armés qui n'accepteraient pas de rejoindre l'armée nationale. C'est une démarche qui a été ou qui est engagée par le pouvoir politique à Damas. À Souaïda, les 2 brigades locales composées de quelques 20 000 hommes refusent de rendre les armes. Quelle issue envisagez-vous à cela, Monsieur Walid Jumblat? Comment intégrer tous ces groupes armés dans une armée unifiée? Car c'est, au final, l'armée qui fait la force d'un pays. Il faut former une armée nationale. Pour le moment, il y a certains groupes armés qui sont réticents. C'est un travail à longue durée. Je sais pas de très longue durée, mais il faut le travailler avec le dialogue, parce que aussi, il y a chez certains Druzes, certains cercles Druzes, il y a une certaine, comment dirais-je, peur politique. Il faut leur donner une certaine confiance, et avec le temps, bon, ces milices-là seront intégrées dans l'armée, dans la future armée. J'ai dit la future armée parce que pour le moment, il y a un embryon de police. Il y a pas, oui. L'ancienne armée n'existe plus. Vous dites qu'il y a des craintes. Est-ce que vous craignez que ces craintes, les craintes d'être, on va dire, mises à l'écart, ne soient récupérées par l'entité sioniste? Il y a une propagande sioniste très forte. Mais je relève, j'ai eu un contact avec certains grands dignitaires religieux et politiques de Souaïda. Oui. Et je pense que leur attachement à la Syrie unifiée dépasse cette propagande sioniste. Et en même temps, il faut agir avec le gouvernement central, avec M. Ahmed el-Shara, et les forces et les États qui peuvent nous aider à reconstruire la Syrie, à aider la Syrie à se reconstruire. La Syrie a besoin de tout maintenant. A besoin d'aide militaire, a besoin d'aide économique, a besoin aussi les sanctions. Il ne faut pas oublier les sanctions. Ma première visite était une visite symbolique. Oui. Maintenant, après dans le 16 mars, nous commémorons au Liban la dernière manifestation en l'honneur du défunt Kamal Jumblat, mon père, assassiné. Oui, bon. Maintenant, après le 48e anniversaire, ce chapitre-là va être clos, vu que le régime syrien qui a tué Kamal Jumblat n'existe plus. Bon, alors je vais aller de nouveau à Damas. C'est un dialogue à long terme. Monsieur Walid Jumblat, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci infiniment, monsieur. Je vous en prie. Okay, merci. Au revoir. Walid Jumblat est le principal chef politique de la communauté druze du Liban, chef du Parti socialiste progressiste, fils de Kamel Jumblat, un homme politique libanais, fondateur du Parti socialiste progressiste, dirigeant druze libanais. Kamel Jumblat a été, précisons-le, assassiné le 16 mars 1977.
Spécialisée en droit international, Francesca Albanese est nommée le 1er mai 1922 rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens pour un mandat de 3 ans. Le 18 octobre de la même année, la juriste recommande dans son premier rapport que les États membres de l'ONU élaborent un plan pour mettre un terme à l'occupation coloniale israélienne au régime d'apartheid. Le rapport conclut les violations décrites dans le présent rapport mettent en évidence la nature de l'occupation israélienne, à savoir un régime intentionnellement ségrégationniste et répressif conçu pour empêcher la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. La nomination de Francesca Albanese au poste de rapporteur spécial des Nations Unies sur les territoires palestiniens suscite une controverse en raison de ses déclarations passées concernant notamment le lobby juif. S'exprimant à New York jeudi, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, a déclaré que le génocide à Gaza devait cesser. Israël insiste sur le fait qu'elle est antisémite, disant que ces rapports sont sans fondement et remplis de mensonges. Il est temps d'envisager de suspendre les pouvoirs d'Israël en tant qu'État membre. Assez. En avril 2023, Francesca Albanese reçoit le prix international Stefano Ciarini en reconnaissance de son travail sur la Palestine et le Moyen-Orient. Le mois suivant, lors de la 30e réunion de la 53e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Francesca Albanese présente un rapport où elle mentionne qu'Israël, y est-il indiqué, transforme la Cisjordanie en une prison à ciel ouvert. Le rapport précise que depuis 1967, plus de 800 000 Palestiniens ont été arrêtés et détenus par les forces d'occupation. Avec nous en ligne, Madame Francesca Albanese, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes juriste spécialisée en droit international, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Madame Francesca Albanese, en mars 2024, vous publiez un rapport intitulé « Anatomie d'un génocide ». Vous y affirmez qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël, expliquez-vous, a commis plusieurs actes de génocide dans la bande Reza. Comment a été perçu votre propos, Madame Francesca Albanese ? Tout d'abord, bonjour à toutes et tous et laissez-moi dire que c'est vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir être abrité sur un radio qui parle au peuple algérien. Je sais que vous allez comprendre mieux que d'autres, surtout mieux que mes confrères et consoeurs en Europe, c'est de quoi je parle. Parce que si j'écris ces rapports, Anatomie d'un génocide, donc en montant ce qui s'est passé les premiers 5 mois à Gaza, et surtout le deuxième, génocide comme partie d'un effacement colonial, je suis sûre que le peuple algérien, ça sait et comprend exactement ce qui se passe en Palestine, en clé génocidaire. Parce que vous voyez ce que je dis souvent, ce que constitue un génocide et un crime, et on le sait parce que c'est dans la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. C'est de mettre en place des actes meurtriers, d'infliction de la souffrance physique et psychique, ou création de conditions de vie qui mènent à la destruction physique d'un groupe. Mais c'est tout ça soutenu par l'intention, la détermination de détruire le groupe en tant que tel. Et c'est ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, où les Palestiniens, n'importe si à Gaza ou si Jordanie, sont ciblés en tant que tels, parce que Israël veut la terre qui reste de la Palestine historique sont les Palestiniens. C'est ça. Et là, c'est une question ancienne, presque à une lutte anachronistique pour le contrôle de la terre, mais c'est ce qui le colonialisme de dépeuplement et repeuplement fait. Vous vous êtes opposé à cet ordre nouveau établi, un ordre
politique, disons-le. Vous avez indiqué, lors de multiples entretiens, que la Palestine devient un symbole de résistance à travers le monde. Le fait que vous qualifiez la lutte palestinienne de résistance n'a pas été du goût de tout le monde, Madame Francesca Albanese. Tout d'abord, j'ai parlé de génocide la première fois au but d'une analyse et d'une investigation qui m'a pris 5 mois de travail le jour par jour sur ce que les gens de Gaza racontaient et passaient au monde et ce que les Israéliens racontaient au monde eux-mêmes, c'est-à-dire c'était accablant, ça m'a torturé de voir ce qui se passait à Gaza et ce qui était infligé à Gaza. Quand j'ai utilisé la première fois le mot génocide en disant il y a des preuves qu'Israël a commis un génocide, c'était, je comprends, c'était frappant et tout. Mais maintenant, après 16 mois, c'est pas comme moi qui le dis. Il y a 9 pays qui ont joint l'Afrique du Sud au sein de la Cour de justice internationale dans le procès contre Israël pour génocide. Il y a Amnesty International, Save the Children et d'autres organisations, y inclut un autre comité des Nations Unies qui dit qu'Israël a commis des actes de génocide. Absolument. Aujourd'hui, les pays qui s'opposent sont surtout les pays de l'Occident, les États-Unis et l'Europe, parce que reconnaître le mot signifie s'assumer des responsabilités. Mais le problème là, c'est que la Cour de justice internationale, déjà le mois de janvier 2024, a reconnu le risque possible, la plausibilité du risque de génocide à Gaza. Ça suffit pour faire commencer la responsabilité des États de prévenir le génocide. Et c'est ça, c'est pas important ce que je dis, c'est important le fait qu'il y a un risque reconnu de génocide et personne n'a rien fait. Et c'est pour ça que les gens comme moi, maintenant, auprès de quelques États, il faut les faire taire d'une façon ou de l'autre. Vous savez, j'ai passé 2 semaines en voyageant parmi des pays du nord d'Europe, à savoir la Danemark, la Norvège, l'Hollande et l'Allemagne. Bien sûr, il y a des groupes, le lobby pro-israélien est très très fort. Absolument. Il faut pas rêver. Mais l'opposition que j'ai reçue en Allemagne, c'est quelque chose qui a dépassé la normalité. Vous voyez, la police a cherché de m'arrêter, c'est-à-dire une envoyée des Nations Unies. Ça, c'est quelque chose qui s'est jamais passé et ça donne le signe de quelque chose de très mauvais est déjà en train de brûler en Europe. Et nous, en tant que, disons, continent qui a vécu 2 guerres mondiales et des décennies de fascisme, on devrait savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, on devrait le reconnaître. Oui, alors vous êtes justement rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. À la lumière de ce que vous disiez à l'instant, Madame Francesca Albanese, des sanctions ont été diligentées contre des juristes, contre Karim Khan en l'occurrence. Est-ce qu'il s'agit d'un bras de force entre le politique et le droit? Je pense que c'est rien de nouveau. C'est une nouvelle étape d'un système qui aujourd'hui, d'abord, il s'est montré avec son vrai visage. Dans mon domaine académique, je suis quelqu'un qui fait partie d'un mouvement de reconnaissance et de critique du droit international qui, bien sûr, reconnaît l'importance du droit international, mais ne nie pas les racines coloniales du droit international. C'est pour ça que je dis, pendant 500 ans, nous, on a vécu dans un monde où l'Occident, les pays occidentaux, l'Europe et aussi les colonies, qui sont devenues les démocraties libérales, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Canada, dominent sur le reste du monde qu'on appelle le Sud global. C'est ça. Mais c'est le même système qui s'évolue. 500 ans de colonialisme, 300 ans de capitalisme, et maintenant on est rentré dans une nouvelle phase où le système n'a pas seulement le capital, a aussi le contrôle de la communication et le contrôle des armements qui sont les armements les plus violents qu'on a jamais eu. Et c'est pour ça que je dis la Palestine est un symbole de résistance qui s'avère et qui se manifeste pour plusieurs groupes, les groupes indigènes, les sociétés dans le Sud global. Oui. On est obligé de prendre un peu de recul et de voir
de quoi le système dont on est parti est fait. Si on veut résister, on est comme des le mouvement pour les droits humains, Myriam, c'est comme les anticorps de notre système aujourd'hui. On est en train de lutter et de se battre contre une partie de notre système qui, s'il n'est pas soigné, va nous dévorer toutes et tous. Et les seuls instruments que maintenant on a, les seuls instruments pacifiques qu'on a, c'est ceux-là qui nous dérivent aussi des droits humains. On les a, on doit les utiliser. Alors, face à cet ordre établi, face à ce système, comme vous l'indiquiez à l'instant, Madame Francesca Albanese, il y a des initiatives telles que l'initiative tricontinentale lancée à La Haye. Quel poids peuvent avoir ces initiatives ? C'est super important parce que en fait, j'espère que l'Algérie sera parmi les premiers pays du monde arabe à joindre cette initiative parce que c'est un engagement à prendre des mesures concrètes sur l'application du droit international. Vous voyez, nous, on le sait très bien, l'occupation est illégale. La présence d'Israël dans ce qui reste dans le territoire palestinien occupé est illégale et doit être démantelée, ainsi que le contrôle sur les ressources des Palestiniens. Mais même si la Cour de justice internationale l'a établi, et il y a des responsabilités très claires sur ce qu'on peut et on ne peut pas faire, qu'est-ce qui se passe que le monde continue à ignorer tout ça? Devant ça, les États membres du groupe de La Haye disent, OK, nous, on commence avec des actions concrètes. Plus d'espace aérien, plus de ports au service d'Israël. Rien qui passe par nos ports doit être dirigé vers Israël. Plus de relations militaires avec Israël, ni d'achat, ni de vente. Et l'autre chose, c'est de aider la justice internationale à capturer et arrêter les gens qui se sont rendus responsables des crimes dans le territoire palestinien occupé dans les dernières années. Et pour ceux qui sont complices de ces auteurs de ces crimes, je cite des pays qui disent aujourd'hui vouloir ou pouvoir accueillir par exemple Benjamin Netanyahou en dépit du mandat d'arrêt diligenté contre lui. Que faille-t-il faire? Que faille-t-il faire contre ces États qui, par leur puissance aujourd'hui, livrent des armes? Que faille-t-il faire en ce sens, Madame Francesca Albanese? Là, je vous dis, on peut voir ce que j'appelle le système avec lequel on est en train de se confronter. C'est pas seulement Israël, c'est pas seulement les États-Unis, c'est tout un système. Richard Falk, le prédécesseur de mon prédécesseur en tant que relateur spécial pour la Palestine, disait que on vit dans un système d'apartheid global, où c'est pas seulement un pays qui commet des actes inhumains contre un autre groupe. Il y a malheureusement, ce sont les racines de la culture chrétienne qui continuent, se sont évoluées dans cette façon. C'est la race blanche qui domine sur les autres, le capitalisme blanc. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Je suis désolée parce que je suis européenne et j'appartiens à cette famille. C'est comme ça. Il y a quand même cette partie du monde, et c'est pas la seule, où il y a une élite qui est en train de protéger ce système. Mais c'est ça, ce qui est en train de se passer est un moment révolutionnaire, parce que il y a les gens en Angleterre, en Allemagne, en France, en Italie et dans d'autres pays aussi, qui se révoltent à ça, qui se révoltent et protestent. Et il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs, des personnes de tous les milieux qui combattent et qui résistent ensemble. Et ils sont en train de confronter vraiment une répression brutale au sein de l'Europe. Et c'est pour ça que je dis, l'Europe a perdu le poids moral, disons la façade de moralité. Parce qu'on ne peut plus donner des leçons de comment se respecte la liberté d'association, la liberté d'expression à personne après ce qu'on a fait en Palestine. Encore une fois, la Palestine a été le miroir à travers lequel se regarder et la fenêtre à travers laquelle regarder le monde.
Madame Francesca Albanese, vous êtes nommée en mai 2022, le mois où la journaliste Shirin Abu Akleh est assassinée. Vous êtes nommée rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés. Shirin Abu Akleh était de nationalité également américaine. Ceci n'a pas dissuadé les forces politiques d'empêcher toute enquête parce qu'elle était aussi palestinienne, parce qu'elle luttait aussi pour le droit des Palestiniens. Exactement. C'est pas important. C'est pas important la citoyenneté qu'on a. C'est important nos origines. Et Shirin Abu Akleh, comme beaucoup d'autres Palestiniens d'origine européenne ou d'origine américaine, n'ont pas eu la justice dont ils ont droit parce que ils sont considérés, et ça c'est une réalité, des citoyens de deuxième degré. Et l'État d'Israël continue à être un État d'exception. C'est ça. Et c'est pas seulement Israël, c'est les États-Unis. Imaginez, il faut se souvenir de combien de violations du droit international les États-Unis ont commis. Pensez à Guantanamo, pensez aux attaques contre des systèmes politiques qui étaient vus comme de gauche en Amérique du Sud. Pensez au soutien aux dictatures. Maintenant, ça c'est connu. Pensez aussi aux bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. Il y a un temps de crimes qui ont été jamais soulevés et pour lesquels on n'a jamais demandé justice. C'est pas seulement Israël. Israël est parti d'un système. C'est ça. Mais rappelons tout de même, ou précisons, que c'est la faiblesse des uns qui fait la force, ou ce qui est prétendu être la force des autres. Oui, correctement. Je pense que c'est une très bonne façon de le dire. Et là, c'est notre faiblesse, c'est notre silence, c'est notre incapacité de se unir, être vraiment une force qui fonctionne comme dans des anticorps efficaces, qui se transforment dans la force du système. C'est ça. Vous avez été, Madame Francesca Albanese, la cible de calomnies, d'hostilités et même de tentatives d'assassinat. Des gouvernements, aviez-vous indiqué, complices de génocide, vous ont également attaqué. À cela, vous aviez répondu, ces attaques ne sont qu'une manifestation de plus de la férocité de la répression en Palestine. Une férocité que nous constatons aujourd'hui puisque même les dits le concluent, ne sont pas respectés et à la limite sont parfois expliqués par certains politiques. Moi, je pense pas d'être quelqu'un d'exceptionnel ou de dire quelque chose d'extraordinaire, dans le sens, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui comprend aussi les injustices du monde, qui a choisi comme profession celle-là des droits humains. Et pour moi, c'est une mission, c'est pas un travail seulement. Moi, je suis dans le boulot, je suis sur la Palestine, je suis dans ma recherche, ce que je suis en tant que femme, en tant que mère, pas disponible à accepter le retour du fascisme dans n'importe quelle forme et dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'économie ou que ce soit dans la politique, vous voyez. Est-ce que vous considérez C'est ça que j'attire autant de, un peu, disons, c'est pour ça que je les énerve. Vous précisez que c'est la création d'un monde sans civil, où tout un chacun est en soi une cible, soit un dommage collatéral que l'on peut tuer ou détruire à volonté. Je serais un dommage collatéral si j'étais une partie de l'effort que le système veut détruire. Déploie. Mais non, en fait, je trouve que la métaphore la plus efficace, c'est celle-là des anticorps. Nous, on a une vision très anthropocentrique du monde. C'est un peu comme un conflit entre lumière et obscurité. Il y a une partie du système qui résiste au bien, une partie du système qui avance pour dominer sur l'autre, parce que en le dominant, on peut profiter de ses richesses et ses ressources, et l'autre qui ne veut ni être exploité, ni être dominé, et ça résiste. Qu'est-ce qu'il faut réformer ? Je pense que j'ai fait partie de ce système. Qu'est-ce qu'il faut réformer aujourd'hui, Madame Francesca Albanese ? Notre système de fonctionnement en tant qu'individu. On doit abandonner, mais vraiment abandonner l'individualisme dans lequel on s'est réfugié. Surtout, je ne sais pas si c'est le cas en Algérie, mais dans la plupart du monde, on a
l'habitude de confondre le bien-être social avec le bien-être économique. On doit retrouver ce qui est essentiel dans la vie et reconnaître que vraiment, moi je pense que chacun individu, et je suis la preuve de ça, oui. Chacun individu peut contribuer à la paix en gagnant la paix en tant qu'individu. Et c'est la même chose C'est en appliquant les lois, Madame Francesca Albanese. À Gaza, en Palestine occupée, les meurtres, les crimes ont été répertoriés, ont été documentés par les auteurs et les victimes de ces crimes. Et pourtant, aujourd'hui, l'on attend que justice soit faite, l'on attend que les politiques prennent leurs responsabilités. Que faille-t-il attendre de plus? Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'appliquer la justice. Maintenant, par rapport à il y a 100 ans, il y a les droits. Les droits sont partie de notre vie. Par exemple, vous voyez, même le droit à l'autodétermination, on l'a en tant que droit codifié grâce aux peuples qui se sont libérés de la domination coloniale, parmi lesquels l'Algérie. Je mentionne souvent l'exemple de l'Algérie en disant la libération, l'indépendance du peuple algérien a été très violente, très sanglière. Je pense que tout le monde en Algérie aurait fait un moins de toute cette violence, mais la violence devient inévitable quand l'oppression est soutenue de façon autant robuste comme c'est aujourd'hui en Palestine, où les Palestiniens ne sont pas seulement c'est-à-dire non pas contre soit seulement l'État israélien, mais avec le soutien de tellement de pays d'Occident et aussi de pays arabes. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit faire valoir le droit. Au peuple algérien, je dis que l'Algérie joue un rôle très important aussi comme membre du Conseil de sécurité et on a besoin de leaders dans le monde arabe qui revient un discours de principe qu'on a complètement abandonné. Et je sais que c'est pas le cas de l'Algérie parce que s'il y a des pays qui ont été cohérents sur la question palestinienne, j'en ai 3 dans la tête et l'Algérie est parmi eux. Mais il faut en tant que leader, parce que les nouveaux équilibres qui se désignent aussi dans le monde arabe, ont la tendance à partir du niveau de principe et à embrasser, cette vision capitaliste du monde qui tôt ou tard va tout nous toucher et va tout nous détruire. Madame Francesca Albanese, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et massalam à tout le monde. Merci, salam. Merci, au revoir. Francesca Albanese est juriste spécialisée en droit international, rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. La déchéance humaine s'accroît au rythme des massacres. Les instances internationales, paralysées par des politiques perverties, détournent le regard. Bientôt, l'on demandera à cette entité génocidaire d'aller plus vite dans sa sale besogne. Que l'on en finisse, imploreront les traîtres, habiles de la traite de l'humanité. تراجعوا وخذوا مواقف شريفة، خذوا مواقف التي تتحدثون عنها ولا تؤمنون بها. أنتم الذين صنعتم حقوق الإنسان، وأنتم الذين شكلتم الأمم المتحدة، وأنتم الذين شكلتم مجلس الأمن، وأنتم الذين وضعتم كل القوانين الإنسانية بعد أن حطمتم الإنسان. لكم دينكم ولي دين، لكم أرضكم ولي أرضي، لكم وطنكم ولي وطني، لكم علمكم ولي علمي. La plus haute juridiction de l'ONU appelle Israël, cet immonde occupant, à faire tout son possible pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza. L'État d'Israël prendra toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide à l'égard du peuple palestinien dans la bande de Gaza. 16 votes contre 1. L'on découvre par le propos une justice tétanisée, jouant sur les mots, butant sur ses verdicts, surfant sur les cadavres démembrés de Palestiniens. Des corps enfuis à la hâte par ces milices terroristes qualifiées pompeusement d'armées, entassés dans des charniers boueux, ligotés, les poignets attachés dans le dos.
وقتلونا حتضل أرضنا. دولة إسرائيل انتهبت أراضينا وأخذت مالنا وأخذت حالنا وما خلتش ولا حاجة إلنا. أنت حطيت 1,000,000 كيلو متفجرات على مربع أصغر مربع في العالم، 350 كيلو متر غزة كلها، كل غزة من السلك للسلك 350 كيلو متر، 1,000,000 كيلو متفجرات حطيت فيها، طائرات استطلاع، دبابات، عمليات إنزال، طائرات F-16. وزن القنبلة الواحدة 1.5 طن على البيت. ليش؟ Le crime de guerre n'est-il pas bien là? Crédules, nous attendons un communiqué du Conseil des droits de l'homme condamnant l'exécution à bout touchant de 3 Palestiniens blessés âgés de 14, 19 et 24 ans à l'intérieur même de l'hôpital de Jénine. Et l'on se dit alors, les territoires occupés sont en effet bien loin de Genève. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé évoque un risque de famine au moment où des enfants palestiniens, déjà affamés, se nourrissent d'herbes folles. Des journalistes s'effondrent d'épuisement et de faim face aux caméras. Et nous attendons, impuissants, fatigués et révoltés par cette incapacité qui nous fait honte. ولسان شعبي يقول إني أتبعثر حبات من قمح تنبت في هذه الأرض سنابل وأعيش ألملم كل جياع الأرض وأجعل من عود القمح مقاتل. Ont participé à ce programme Walid Jumblat, principal chef politique de la communauté druze au Liban, chef du parti socialiste progressiste. Francesca Albanese, juriste spécialisée en droit international, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.